mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. On est le mardi 13 février 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui, nous abordons deux qualités humaines profondément liées. L'empathie et l'hypersensibilité. Bien souvent, ces traits sont mal compris et mal perçus, considérés comme des obstacles. Cependant, ne pourrait-il pas être finalement des atouts, des forces dans nos vies, et on en parle aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc si vous voulez nous poser des questions, témoigner, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Amina Beloujrani. Vous êtes coach de vie, consultante familiale et éducative. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour. Avec nous aussi Madame Amina Khalfi. Vous êtes psychologue. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, un plaisir partagé. Partagé comme à chaque fois, bien sûr. Samira Hadjama, ça va? Oui, bonjour à tous. Bonjour Samira. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on parle de l'Alia. Oui. Alia qui était tellement généreuse, tellement elle se souciait de ses voisins, ses voisines, elle était tellement partageuse qu'on aurait pu penser qu'elle était hyper... D'abord, elle avait de l'empathie, ça c'est sérieux, certain, et sûrement qu'elle devait être un peu hypersensible. Mais bon, c'est une légende, semi-légende. Voilà, et tu vas nous en parler dans ta rubrique pêle-mêle tout à l'heure. Et justement, de l'empathie. Est-ce qu'on est tous dotés d'empathie? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'empathie? Alors, des personnes qui n'ont pas du tout d'empathie, je ne sais pas si je pourrais témoigner, mais de naissance, tous les enfants vont être dotés, tous les individus vont être dotés d'empathie. Et par la suite, c'est les conditions de vie, c'est l'éducation, c'est les codes qui sont autour d'eux qui vont laisser une empreinte sur eux. D'accord, donc ça veut dire qu'on est avec de l'empathie. Naturellement, l'humain est empathique. Voilà. Est-ce qu'on peut perdre justement c'est un trait de caractère? Comment on peut définir ça? Oui, on peut le perdre, oui. Après des traumatismes, après des situations de vie, après une éducation, on va dire, très dure. Stricte. Si vous voulez. L'enfant peut perdre à l'âge adulte une partie de son empathie. D'accord, très bien. Et est-ce que ça s'éduque? Est-ce qu'on peut la récupérer? Est-ce qu'on peut se former à redevenir empathique? Oui, encore une fois. Les dernières études parlent de l'empathie comme quand elle disparaît comme une difficulté psychique chez l'individu. Donc si on n'est pas empathique, nous sommes nous-mêmes dans la souffrance. D'accord, très bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi l'empathie? Justement, j'allais poser la question. Voilà, vas-y, très bien. On va un peu simplifier le concept, c'est d'être à l'écoute de l'autre et à ses réactions, ses émotions, son besoin au moment T, au moment vécu. Ressentir ce qu'il ressent? Pas exactement, c'est très difficile de ressentir ce que l'autre ressent, mais une partie. Donc on peut ressentir, comprendre, c'est surtout comprendre, voilà. Oui, vas-y, Samia, je vois que tu veux parler. C'est-à-dire que pas spécialement par rapport aux gens qu'on connaît ou qu'on fréquente. On peut avoir de l'empathie pour un étranger, pour quelqu'un dans la rue. C'est pour l'humain qui est en face de nous, donc pas les connaissances seulement. Ça peut être handicapant d'être trop empathique? C'est ce qu'on appelle les gens hypersensibles et les éponges émotionnelles, ce qu'on appelle les éponges émotionnelles. Donc on va absorber, comme toute chose dans la vie, si on passe dans l'excès, ça va être négatif et ça va être néfaste et pour nous et pour la personne qui est en face. D'accord. Et est-ce qu'on peut travailler sur soi justement pour ne pas être cette éponge qui va tout absorber autour de nous? Oui. En fait, on est hypersensible et donc la différence avec la norme, si on veut, c'est qu'on reçoit beaucoup d'informations. Donc le système de traitement des informations on va dire neurosensoriel, il est aigu, il est intense. Donc nous recevons par rapport à la norme énormément d'informations. Et de là, nous recevons aussi ce que ressent la personne, ce qui est l'empathie. On peut travailler sur ça quand la personne commence à en souffrir. Parce qu'en fait, c'est une surcharge émotionnelle qui la fatigue, c'est un peu anxiogène aussi. Donc, il la fatigue. C'est
épuisant. C'est épuisant, bien oui, sûr. tout ressentir En autour fait, de soi, voilà. oui. Et donc, la solution, la première solution serait de se connecter à soi-même. D'abord, de comprendre ce qui nous arrive, comment nous sommes, donc prendre conscience de soi et faire la connaissance avec soi et de soi et voir quand on commence à avoir un mal-être, une gêne, comment je pourrais ne pas vivre ça et tout est question de frontières. C'est-à-dire quand je peux être bienveillante, mais pas en souffrir. Parce que je connais des personnes qui pleurent pour le malheur des autres. C'est en fait porter tous les malheurs de l'humanité. Et donc par rapport à ce qui se passe en Palestine, par exemple, si les personnes qui sont hypersensibles, elles souffrent énormément et ne dorment pas. On a lu des commentaires, je ne dors pas la nuit, etc. Donc ça la fait énormément souffrir. Et en fait, l'empathie, elle est bonne, mais pas... à ses dépens, pas au détriment de sa personne, oui. Parce que nous recevons déjà, chacun a ses propres problèmes, et si on ajoute un peu les soucis des autres, c'est lourdement vécu. Et donc, il faut aussi s'écouter, bien sûr, comprendre son fonctionnement, et aussi prendre soin de soi. L'auto-soin, c'est justement de se déconnecter du monde extérieur. Est-ce que la personne justement empathique, ou est-ce qu'une personne déjà hypersensible est forcément empathique, ou est-ce qu'une personne empathique est pas forcément hypersensible? Est-ce que ça va dans les deux sens? Il faut déjà identifier ce qui est l'hypersensibilité. On dit, les dernières études, qu'un individu sur trois est hypersensible. On est tous hypersensibles pour une simple raison qu'à la naissance, l'enfant n'a pas encore toute la maturité de son cerveau. C'est entre 5 et 7 ans qu'il va apprendre plein de choses qui vont lui permettre un peu de connaître son entourage, de connaître sa propre personne, de savoir ses limites et les limites des autres. Donc là aussi, il y a l'éducation et la culture. Donc je disais qu'on est tous hypersensibles. Vous voyez, les enfants ne vont pas réagir de la même personne à un adulte. Si deux individus passent ou regardent par exemple la télé, un enfant va réagir d'une façon excessive par rapport à l'adulte, par rapport à la difficulté ou la douleur ou la guerre ou autre. Donc à l'âge de 5 et 7 ans, entre 5 et 7 ans et un peu plus, même chez l'adolescent, on va apprendre plein de techniques qui vont un peu être une carapace, qui vont nous protéger de cette hypersensibilité. L'hypersensible va garder cette réaction surdimensionnée de tout ce qui est sensation ou réaction un peu au stimulus extérieur. Ce qu'il faut savoir, que ce n'est pas une maladie. L'hypersensibilité n'est pas une maladie, n'est pas une pathologie. C'est un trait de caractère. Voilà, c'est un trait de caractère, c'est une nature. Et c'est, dernièrement, on dit, c'est une vision différente du monde. C'est des gens qui vont regarder leur entourage de façon différente. C'est pour cela aussi qu'ils sont mal compris, parce qu'ils ne voient pas les choses de la même façon. Alors, à l'enfance, déjà, on retrouve ça. L'enfance, souvent, pleure excessivement. Les parents, d'ailleurs, ils verbalisent, ils disent « je n'ai pas compris ». Justement, depuis toujours, on nous interdit en quelque sorte, on nous dit « pleure pas, c'est pas bien », même surtout pour un garçon par exemple, arrête de pleurer. C'est culturel. Donc on nous freine un peu dans l'expression de nos émotions. Oui. Alors, on ne va pas trop culpabiliser les parents. On va prendre soin des petits et des moins petits. Donc, parfois, les parents, pour eux, c'est quelque chose de bien. Ils sont en train de renforcer cet enfant-là, de l'aider à grandir, à être plus mûr. C'est qu'ils ignorent qu'il n'a pas encore cette capacité-là. On lui demande des choses dont il n'a pas les moyens. Son cerveau n'est pas encore mature pour comprendre le verbal de « c'est pas grave, ça va passer, ça nécessite pas de pleurer ». L'enfant, surtout l'enfant hypersensible, ressent double, voire triple les sensations qu'on ressent nous. Et s'il le garde à l'âge adulte, il peut développer ça même avec la douleur. S'il pleure, il dit que j'ai très mal, c'est réellement son ressenti. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire ? Oui, en fait, quand c'est émotionnel ce qu'il ressent l'enfant. Il ne faudrait pas lui répondre d'une manière mentale, cérébrale. En fait, lui, il est dans l'émotionnel, il faudrait le rassurer, rentrer dans son monde, lui parler son langage. Parce que comme a dit Madame Emina, en fait, si on lui dit « non, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire »,
C'est Il deux va se registres sentir de communication abandonné. différents. Non, il va Voilà. sentir du rejet. C'est-à-dire, Exactement. on ne me comprend pas. C'est un code différent, c'est une communication différente. Il est dans l'émotionnel, il faudrait qu'on reste dans l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on Et pourrait pas- dire à l'enfant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas? Explique-moi ce que tu ressens. On pourrait dire ça? Exactement. D'abord l'écouter, afin qu'il exprime ses sentiments, et lui dire que je te comprends, tout à fait. Il n'a pas besoin d'apprendre des choses mentales pour le moment, à 7 ans, 5-7 ans. Donc on l'écoute, on est là à l'écouter, à lui donner raison, On le l'accompagne rassurer plus, bien sûr. voilà. Oui. Et juste on sentira le non-verbal qu'il est calme, hein, D'accord. il s'est Alors, calmé l'enfant- émotionnellement, Oui. apaisé. Alors parfois on dit l'enfant, mais moi je dis même le petit enfant qui reste en nous, adulte. Oui. Parfois les personnes fait. hypersensibles, on ne peut pas leur dire arrête de pleurer, mais ça ne m'arrête pas, ça va passer. Parce qu'à ce stade-là, ça se passe à un niveau de cerveau où l'adulte n'utilise pas les moyens qu'il a appris. Donc il va réellement sentir qu'il est isolé, qu'il est mal compris, qu'on l'a abandonné. D'ailleurs, il va l'exprimer même dans le retrait. Ce qu'il faut savoir, que l'hypersensibilité se manifeste dans plusieurs domaines. On parle tout le temps de l'émotionnel, mais l'hypersensibilité aussi, elle est dans le sensoriel, dans le relationnel et dans le cognitif. C'est dans tous les sens, on va dire une lumière trop forte ou un bruit trop fort, on pourrait être hypersensible par rapport à ça. on Peut-être supporterait pas. très agressif pour un enfant ou un adulte. D'accord. Donc on retrouve des personnes qui vont être par exemple sensibles à certaines textures. Vous avez un enfant qui va dire aux parents: je ne peux pas porter ça, c'est insupportable, je ne peux pas manger ça, au goût, à la texture, c'est insupportable. Le parent il va se dire: mais c'est pas possible, c'est un simple fruit, comment l'enfant ne peut pas le supporter? Les oignons. Je crois que Ça peut ça peut être la le texture. ça peut être Tu ne supportes pas la texture de l'oignon. Oui. C'est impossible. alors, moi tout en étant enfant, j'avais Même, une comment on difficulté. dit, même complètement haché, c'est impossible. Est-ce que c'est particulier à quand c'est Depuis particulier à un aliment, mais chez l'hypersensible, ça va être dans plusieurs registres. C'est quand vous avez parlé de texture en fait. De C'est la texture aussi, ça peut être un tissu, ça peut être quelque chose qui ne Une supporte matière. pas une matière, dormir dessus ou la porter ou être en contact. Et les parents vont être ne pas avoir un peu la perception de comment cet enfant ne peut pas supporter ça. Ils vont considérer ça comme étant un caprice. Oui. Ils vont aller dans l'obligation. L'enfant, dans sa gêne, il va sentir, et les personnes hypersensibles sont aussi... C'est une agression. Alors, il Limite, va le trouver que ressenti. c'est de l'injustice. Et ils sont très sensibles aussi à l'injustice sociale. Donc, il va sentir que non seulement je ne suis pas compris, mais je subis aussi une injustice de la part de mes parents. Et ça part en crescendo. Très bien, très bien. Et on va suivre d'abord un reportage. Voilà, on va suivre le reportage et on va continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Un reportage que nous propose notre collègue Yasmine Blehedja. On revient tout de suite après. L'empathie est cette capacité de pouvoir ressentir l'autre de l'intérieur. Bien évidemment, elle a une importance particulière pour les professionnels de la santé et les métiers de relations humaines, tels que les thérapeutes et les médecins. Même au-delà de ces champs professionnels, cette capacité d'empathie est d'une extrême importance dans la vie de tout le monde. Personnes âgées ou malades, personnes seules ou même en deuil ont ce besoin d'être compris et de partager leurs émotions avec leur entourage. Cette qualité favorise davantage les relations sociales et professionnelles. Mais surtout, il ne faut pas la confondre avec la pitié et la charité. L'empathie est souvent ressentie par les personnes sensibles, inconsciemment et instinctivement en se mettant à la place de l'autre, arrivant même à ressentir son état émotionnel au point d'avoir du mal à discerner ses propres émotions de celles d'autrui. Alors, de retour, oui. Le sujet est tellement intéressant. Voilà, le sujet est tellement intéressant, on a tellement envie de dire pas mal de choses
que voilà, ça n'arrête pas sur le plateau. Et bien sûr, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez participer au débat, vous pouvez nous appeler, poser des questions ou témoigner au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, on disait aussi qu'on appréhendait le monde à travers nos 5 sens. C'est avec ça qu'on appréhende le monde. Voilà. Allez-y, voilà. Merci. En fait, c'est ce qu'on appelle le VAGOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Oui. Donc nous apprenons, nous donnons du sens aux choses par rapport à ce qu'on touche. Donc si ça me donne une bonne sensation, je l'aime. Si c'est rugueux, je ne l'aime pas. Par rapport au goût, c'est pareil. Si quelque chose nous a piqué ou on a mal reçu, ça c'est dans le général. Hein. Alors pour l'hypersensible, tous leurs sens sont amplifiés. Donc en fait, ils ressentent doublement, triple ou beaucoup plus. Et donc ils peuvent ne pas supporter le bruit, ne pas supporter une lumière intense. Ils préfèrent toujours des lumières tamisées, etc. Et nous, on dit que c'est une personne difficile. Mais en fait, non. Elle conçoit les choses comme ça. Elle n'a pas choisi ou ce n'est pas ses propres expériences. Tout est amplifié. Donc ce qui passe pour nous ne passe pas forcément pour eux. Les autres. Donc, comme a dit Mme Emina, par rapport à... Il y a des types d'hypersensibilité sensorielle, émotionnelle, cognitive, etc. Donc, tout dépend de la personne ou qu'est-ce qu'elle a de très développé par rapport à... chaque hypersensible, il est... Exactement. Et comment savoir qu'on est hypersensible ou ce n'est pas dû par... ce n'est pas dû par une pathologie cachée, par de l'anxiété, par une dépression peut-être qui va nous faire ressentir les choses plus que d'habitude, tout simplement. Comment savoir si c'est de l'hypersensibilité ou c'est peut-être une dépression qui me fait voir les choses autrement? Alors, il y a des tests qui ont été développés ces dernières années, vu qu'il y avait eu beaucoup d'études sur la génétique. Est-ce qu'on l'hérite? Est-ce que c'est nos parents qui nous transmettent ça? Est-ce que c'est notre entourage? Est-ce que c'est les conditions de vie? Donc, il y a certaines études qui parlent de génétique, oui. Ces personnes-là peuvent avoir un système nerveux différent. Peuvent ressentir la douleur jusqu'à 40% plus qu'un individu autre, lambda. Donc, comment savoir? Il y a des tests pour savoir si on est hypersensible. Donc, on peut se diriger vers des psychologues qui font des profils, un profil de l'individu et qui peuvent orienter cette personne-là. À quel moment se diriger vers un psy? Pourquoi un tel va demander à consulter et un autre quand ça devient handicapant dans la vie quotidienne, quand ça devient quelque chose qui va déranger le quotidien de la famille ou de l'entourage de l'individu. Donc là, on invite à consulter. Parce que parfois on dit hypersensible, c'est une étiquette qu'on met parfois sur des pathologies. Plus on en parle, plus on a l'impression qu'on est tous un peu hypersensibles. Voilà. Donc on peut être hypersensible, on peut être empathique, mais avoir une vie assez stable, qui ne nous dérange pas, des relations assez équilibrées. On ne va pas être une personne qui va souffrir à longueur de journée de ses relations, de sa charge émotionnelle, parce que l'hypersensible souffre d'une charge émotionnelle importante, ce qui va le rendre un peu dans le regard des autres isolé, mais lui, il a besoin de ce retrait pour se reposer, pour reprendre, parce qu'il est tout le temps, son cerveau est tout le temps sollicité à collecter des informations, à mémoriser, à avoir le détail du détail et à traiter par la suite. C'est des personnes qui vont être très sensibles dans le relationnel à n'importe quelle, on va dire, mauvaise foi d'autrui, parce qu'ils vont rapidement la détecter et ils sont très, très intolérants à l'injustice sociale. Donc ils vont souffrir de ça et ils auront aussi besoin d'être dans le retrait pour reprendre leur équilibre. Ils vont se recevoir des remarques genre « tu es trop gentil » ou alors « il n'est pas très intelligent, il n'est pas très futé », pour ne pas traduire le mot... Pour traduire le mot littéralement en arabe, limite bête, quoi. Oui, dans certaines cultures, comme ça, dans certaines cultures, ça va être valorisé, que telle personne est empathique et à l'écoute de l'autre. Dans certaines cultures, ça va être un manque d'intelligence sociale. C'est ça. Voilà, ça va être interprété comme ça. Donc, ils seront de temps en temps mal compris, isolés, parfois très irritables. Parce que c'est des personnes où leur cerveau est tout le temps surstimulé. Il est appelé à... Ils ont une perception très fine de leur entourage.
Est-ce que c'est le genre de personnes, en rentrant dans une pièce où il y a déjà quelques personnes déjà assises, vont ressentir une atmosphère assez lourde, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors que personne n'a parlé et personne n'a dit quoi que ce soit, c'était juste un bonjour. Parce qu'on a déjà eu cette expérience, je pense. Personnellement, enfin, beaucoup de personnes ont déjà vécu cette expérience où en rentrant dans une pièce, ou en regardant... Il y a un malaise. Il y a un malaise qui s'installe alors qu'il n'y a rien de base. C'est là où je disais, on met l'étiquette d'hypersensibilité sur d'autres perceptions. D'accord. Peut-être ces personnes-là vont souffrir d'autres choses, d'une phobie sociale ou autre. Et on va mettre... Parce que l'hypersensibilité, c'est des traits qui vont être partagés avec d'autres pathologies. On va retrouver de l'hypersensibilité dans certaines phobies, on va la retrouver quand il y a une fausse perception de la réalité, et aussi ça va relever de d'autres pathologies. C'est pour ça qu'on oriente vers les psychologues qui vont un peu déceler, démêler ce qui revient un peu à l'hypersensibilité et ce qui revient à des symptômes à d'autres pathologies. Très bien. Alors aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité, de l'empathie. Si vous voulez nous appeler, nous poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à le faire. Le numéro s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et quand on est hypersensible, comment vivre avec ça dans sa famille, avec ses collègues, avec tout le monde qui nous entoure, parce qu'on ressent tout est amplifié et ce n'est pas toujours évident de gérer tout ça. Très bien. Si on peut parler des relations, et je pense, à mon avis, parce que j'ai vu des cas d'hypersensibilité, où c'est les relations qui sont les plus on va dire, qui vont subir les inconvénients de l'hypersensibilité. Comme vous disiez juste à l'instant, quand on rentre dans une chambre et on sent qu'il y a un malaise, en fait, les hypersensibles sont intuitifs. Donc, ils détectent aussi le non-verbal de la personne. S'il y a une personne, par exemple, hautaine dans l'assemblée, elle détecte le regard de la personne et elle sait qu'il n'y aura pas bonne relation. Et en même temps, quand ils ont le sens de la justice et de l'empathie et des relations authentiques et profondes, déjà, elles sont qu'il n'y aura pas relation. Donc, si on peut parler de relation, on va parler de la relation familiale, professionnelle, dans le cadre professionnel, et aussi dans la relation couple. Donc, généralement, un enfant hypersensible, généralement, on va parler de ce qui se passe, on va se resituer dans notre culture. L'enfant hypersensible, il est d'abord, il faut le dire, mal compris par ses propres parents. Et s'il y a lieu de comparaison, elle va lui dire que toi, tu es difficile, tu es difficile par rapport à tes frères et sœurs, j'ai du mal à te comprendre, etc. Donc, par la même occasion, j'appelle les personnes, tout le monde, à essayer de s'informer sur ce trait de caractère, parce qu'en fait, il y en a plus qu'on le pense, et c'est très important sur le relationnel. Exactement. Nous avons un appel, nous avons Yasmina qui nous appelle de France. Bonjour Yasmina. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, le sujet du jour vous parle. Est-ce que vous pouvez juste éteindre votre télé ou vous éloigner de votre télé, si c'est possible, parce que ça fait un larcène. Là, ça va mieux ? Oui, je pense que là, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, oui. Alors, vous voulez nous poser une question ou témoigner ? Oui, parce que je me suis totalement reconnue dans le témoignage. D'accord. Donc, je me suis dit, l'émission, elle tombe bien pour moi aujourd'hui. Le problème, c'est que je ne sais pas comment soigner cette hypersensibilité. Le souci étant que j'ai déjà consulté un psychologue. Oui. Et mon psychologue m'a dit qu'en fait, l'hypersensibilité, c'était quelque chose devenu à la mode. Oui. Donc, je ne sais pas trop comment faire pour me soigner. D'accord. Et réellement, en fait, je me demande, parce qu'après, avec nos traditions, nos cultures, je suis d'origine algérienne, s'il n'y a pas un mélange avec l'occulte. On m'a toujours dit, voilà, ça peut être l'occulte qui peut provoquer ces choses-là. Donc, je voulais avoir un peu plus d'informations et comment s'en sortir. Parce que c'est très, très, très fatigant, c'est épuisant. Ça me crée des problèmes anxiogènes, j'ai du mal à aller bosser, j'ai du mal avec les relations sociales. Et donc voilà. D'accord, très bien. Merci Yasmina pour votre témoignage. Les spécialistes vont vous répondre tout de suite. Restez en face de votre téléviseur. Donc oui, comment le vivre, c'est pas toujours... Comment le vivre Déjà d'écouter la singularité, parce que quand on dit il n'y a pas un traitement pour les hypersensibles, voilà, la notice, on vous la prescrit et c'est bon.
à quel moment ça se manifeste, où ça va handicaper la personne. C'est pas des caprices. On va pas dire oui, un individu sur 3, mais ça veut pas dire que c'est devenu à la mode, que les gens vont se faire semblant d'être hypersensibles. Si la souffrance est là, si la douleur est là, un professionnel va l'accueillir et va l'accompagner aux besoins de l'individu. C'est-à-dire, on va apprendre à connaître un peu plus nos capacités, ce qu'on appelle une photo intérieure. À quel moment je me sens épuisée émotionnellement, comment je peux me retirer, qu'est-ce que je vais faire quand je me retire. Il y a plein de techniques que l'individu, que les hypersensibles vont apprendre qui vont aménager leur quotidien. C'est-à-dire être très vigilant à ses limites. Quand je vois que je n'en peux plus, j'ai besoin de ce retrait, j'ai besoin de reprendre ma respiration, de reprendre ma cohérence cardiaque, ne pas me saturer d'une charge émotionnelle et aussi être très vigilant à ses relations. Donc prendre le temps à expliquer aux personnes qui sont proches, son entourage proche, ses besoins, ses limites et sa souffrance. La psychoéducation va beaucoup aider, va mettre des mots sur la souffrance et ces mots-là vont permettre aux autres d'agir en fonction des nouvelles données. D'accord. Ça veut dire, avant, on va dire que c'est des caprices. Par la suite, on sait que c'est une particularité à la personne et non pas des caprices. D'accord, très bien. Ce qui est étonnant, c'est occulte. Elle a parlé de occulte. Est-ce que c'est... Je ne serais pas bien placée pour répondre. C'est ce qu'elle a demandé. Par exemple, Mosconi. dans le sens où il y a d'autres surnaturels. L'hypersensibilité ne vont pas avoir une image faussée ou une perception faussée de leur entourage, mais plutôt, comme on disait tout à l'heure, c'est une image un peu sous le microscope, qui va être un peu différente de ce qu'on va regarder individuellement. Ou alors occulte dans le sens peut-être clairvoyance. On peut, à force d'être comme ça, à l'écoute et avoir le sens de l'observation, enregistrer tout ça, peut-être anticiper. Alors, il faut bien comprendre le terme de clairvoyance. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des informations du futur. Pas médium. Mais plutôt, c'est comme par exemple, si on va prendre un entraîneur et qui va dire que tel joueur ou tel joueur va jouer de telle manière ou qui va prévoir le jeu de telle façon, c'est pas parce qu'il connaît, mais c'est une stratégie. Donc, c'est des gens qui vont avoir plus d'informations qui vont leur permettre d'être un peu plus en avance que les autres. D'anticiper. Voilà, d'anticiper dans la perception. Voilà, le champ de vision est plus large, donc plus on a de données, plus on sait agir. Voilà, c'est positif, ça. Oui. Positif. Il y a des côtés positifs, on va y revenir sur le côté positif. Et je voulais aussi revenir sur la relation de couple qui est importante. Quand on est hypersensible, ce n'est pas toujours évident de gérer. Déjà, la relation de couple, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas comme dans les films, ce n'est pas un conte de fées non plus. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais pour une personne hypersensible, c'est encore plus compliqué. Oui, juste à la base, il faudrait noter que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne perçoivent pas les choses de la même façon. Voilà, la même façon. Là, c'est un premier problème déjà. Donc, il y a déjà conflit sur cela. Ensuite, pour une personne hypersensible, prenons le cas d'une femme hypersensible. Bon, au départ, elle aime les relations sincères, profondes, elle est sensible à l'injustice, etc. Et donc, elle va en pâtir plus que les autres. Et justement, si l'homme n'est pas d'un certain profil de personnalité, de tempérament, il y aura des accords, etc. Et la femme se sentira forcément, rejetée, non comprise, non soutenue, elle n'a pas la sécurité émotionnelle qu'elle doit avoir. Et est-ce qu'elle est à même, justement, puisqu'il y a entraînement, est-ce qu'elle est à même de s'affirmer, de prendre conscience de ce qui lui arrive, de trouver des moyens de se ressourcer, de communiquer, avoir une communication intelligente avec le conjoint et toute autre personne aussi, et pouvoir expliquer ce qui lui arrive. Et justement, toujours, toute personne a des besoins spécifiques qu'elle devrait partager avec soit toute personne, soit dans le cadre professionnel ou familial ou relationnel en général. Vous parlez de femmes, mais les hommes aussi sont concernés. Il n'y a pas que les femmes qui... Parce qu'on a tendance à dire, oui, elle est fragile, elle ressent plus les choses, elle a tendance à pleurer beaucoup, mais les hommes aussi peuvent être hypersensibles. Les hommes aussi peuvent ressentir les choses plus intensément, mais ils le cachent encore plus parce que c'est limite. Encore plus, voilà. Là, on revient vers le contexte socio-culturel. Dès le jeune âge, pour toutes les personnes qui naissent, on
on permet à la fille de s'exprimer, donc elle est le symbole de la sensibilité, de l'affection, etc. Mais ce n'est pas le cas pour les hommes. Donc on lui dit, l'ouled il pleure pas, le garçon ne pleure pas, tu dois être fort, etc. Et ça, plus tard, déjà en temps normal, avec des personnes normales, ça pose problème. Parce que je vois ce qui se passe dans les couples, que la femme reproche toujours à son époux de ne pas partager ce qu'il ressent. Elle me dit, c'est toujours une personne que je ne connais pas mon mari après telle année de... Mais c'est vrai, ils ne partagent pas tout. Ils ne partagent pas déjà. Voilà. Ça, Alors, c'est ne plus généralisons- sociaux. Il ne faut pas trop généraliser. Soyez un peu plus gentil avec les hommes. Là, très bien. On n'est pas là pour juger, justement. On essaie de comprendre et d'expliquer. Voilà, socioculturel. Même dans les familles, on voit l'éducation qui change. On ne dit plus, ne pleure pas, tu n'es pas une petite fille. Oui. Maintenant, je vois des mamans et des papas aussi qui disent, mais qu'est-ce que tu as? Voilà. Je vois que tu es très triste. Je vois que ça te touche beaucoup. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut parler? Parce qu'avant, ça commence un peu à changer avec les nouveaux, avec les nouvelles formes de famille. Mais en fait, voilà, ça me fait penser à une chose. Quand Amina a dit que c'était la nouvelle génération, elle a une approche plus consciente des relations, etc. Mais en fait, il faut parler de ce qui se passe en Algérie. Jusqu'à récemment, beaucoup de couples vivaient avec les parents. Et Pas donc, ils forcément, suivaient un peu Pas forcément. Oui. Pas forcément, et même si on vit avec les parents, on essaie aussi d'imposer notre façon de voir les choses et notre façon d'éduquer nos enfants. Je pense que les couples d'aujourd'hui essayent de s'imposer aussi et ont conscience que les choses ont évolué, Oui, que exactement. les choses ne sont plus comme avant. On n'éduque pas les enfants des années 80 comme on est en train d'éduquer les enfants des années 2020. Et tout a changé autour. tout bien a sûr. changé. Mais il faut qu'on fasse la différence entre un peu un modèle macho de l'homme, Oui. mais l'homme algérien est très empathique. L'homme algérien est très empathique. Exactement. Excusez-moi, Oui, un peu il pleure pas. témoigner de ça. Les hommes algériens sont très empathiques. Peut-être ils ont une autre façon d'exprimer, leur de empathie. l'exprimer, Exactement. mais on les trouve souvent à l'écoute, bien sûr avec leurs capacités. On ne va pas leur demander d'être parfaits, Voilà. parce que la notion de la culpabilité parfois aussi démolit beaucoup dans le couple. Donc la femme, tout en étant peut-être, si elle est dans le cadre de l'hypersensibilité, elle va demander un certain modèle qu'elle ne va pas retrouver chez l'homme. Et l'homme n'ayant aucune notion de l'hypersensibilité ne pourrait pas répondre à une demande surdimensionnée. Parce que là, on parle des demandes surdimensionnées. Donc le travail va commencer avec l'individu, en prenant conscience que ce que je ressens est surdimensionné. À un certain moment, de le remettre dans un cadre. Oui, je le ressens très dur, mais je ne l'impose pas à mon entourage. Tout en étant enfant, il ne peut pas le faire. Mais avec l'accompagnement, avec une bonne psychoéducation, on va dire, l'enfant va comprendre que là, c'est exagéré. À quel moment? Et qu'est-ce que je demande? Où je peux attendre? Où je peux patienter? Ça aussi, ça se cultive. Exactement. Donc, d'apprendre un peu à l'enfant de patienter. C'est ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Je vais contrôler un besoin ou une sensation qui est très forte, qui se manifeste maintenant pour une excuse telle. Très bien. Donc dans le couple aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend d'identifier un peu mon besoin, comment le communiquer, à quel moment. Et d'accepter l'autre aussi, la différence de l'autre, qui est très importante. Alors aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité, on parle d'empathie aussi. Si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez nous poser des questions ou témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91. Le 021 23 98 91. Alors je vais vous poser une question et vous allez essayer de nous donner des solutions par rapport aux personnes qui... Pour une personne hypersensible, c'est une personne qui va pleurer rapidement. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur ce point-là? Qui pourrait peut-être avoir tendance à pleurer facilement, avoir une montée de larmes assez facile. Et quand ça arrive, quand on est au travail ou quand on est dans une situation où on ne devrait pas pleurer, comment on fait pour canaliser cette émotion qui est beaucoup trop vive et qu'on n'arrive pas à retenir? C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est l'hypersensible va apprendre un peu à connaître ses émotions pour ne pas arriver à l'extrême. Bon, pleurer, ça veut dire vraiment c'est qu'il a dépassé plusieurs étapes. Donc il aura premier palier, deuxième palier, troisième. Si je vois que ça commence déjà à monter, Je me retire. Voilà, le retrait, avoir ses propres techniques qu'on peut apprendre avec un coach ou avec un psychologue, ou la respiration, la cohérence cardiaque, de reprendre un peu ses pensées, qu'est-ce qui se passe, ce qui me revient et ce qui revient à l'autre. Très bien. Alors depuis tout à l'heure, on parle que du côté négatif.
Est-ce qu'on pourrait passer un petit peu aux avantages d'être une personne hypersensible? Ça a des avantages quand même. On va rassurer un petit peu. Ça a plein d'avantages. C'est des gens qui vont avoir un sens artistique super développé. On va le développer ça dans un petit moment. Nous avons un appel de Souad de Boumerdès. Bonjour Souad. Salam alaikum, bonjour. Wa alaykoum salam, oui. Je veux participer avec vous. Oui, bien sûr, marhaba. Alors, vous voulez poser une question, vous voulez témoigner? La question est sur le mari, mon mari. D'accord, oui. C'est un personnage tout sensible, D'accord. isolé, Oui. toujours solitaire. D'accord, très bien. Et? Quelles sont les solutions dans les cas comme celle-là? D'accord. Donc, votre mari a tendance à rester isolé, à rester... communique pas beaucoup, il vous parle pas beaucoup, mais يهضرش بزاف معاك, ما يقصرش بزاف معاك, ما يحكيلكش ولا كيفاه؟ Peut-être 2 mots, 3 mots dans 1 heure, toujours avec son téléphone, avec le travail. D'accord, très bien. D'accord. Merci Souad de nous avoir appelé de Boumerdès. C'est peut-être une façon de se protéger aussi, le fait de ne pas trop communiquer, ou alors, je ne sais pas, je vous pose la question et vous me dites, ou alors c'est leur façon de voir les choses, ils n'ont pas besoin de raconter ce qu'ils ont fait pendant toute la journée, ce que la femme a besoin de le dire, et puis dire que voilà, oui, je suis arrivée au boulot, j'ai vu tel, j'ai fait tel, voilà, donc... C'est quoi? Alors, la personne hypersensible devrait travailler d'abord sur elle-même. Très important. Donc, accepter le fait qu'elle soit hypersensible. Ensuite, comprendre ce qui se passe en elle. Déjà, le fait qu'elle comprenne qu'elle est hypersensible, qu'elle donne une dimension plus grande, elle devrait pouvoir redimensionner les choses à la norme, pour pouvoir avoir des relations très épanouissantes avec d'autres personnes. Et donc, gérer ses émotions, chaque fois qu'elle ressent quelque chose, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que c'est moi, c'est ma vision des choses, ou c'est, on va dire, la norme? Parce on en est dans le relationnel. Et justement, s'il vous plaît, introduisez la communication. Tous les problèmes du monde, c'est par rapport à la communication, et toutes les solutions, c'est question de communication. Et donc, un peu communiquer son état. Dans le cas de Madame Souad de Boumerdès, c'est de partager avec son épouse, de le partager, et elle est dans l'écoute, dans la compréhension, elle-même devrait être dans l'empathie. Il y a des personnes qui n'aiment pas parler, justement. Il y a des maris qui ne veulent pas revivre la journée qu'ils ont vécue, en fait, tout simplement, parce qu'ils rentrent à la maison pour se délester de tout ce qui s'est passé pendant toute la journée. Ça ne veut pas dire le dire, mais ça veut dire ne plus y penser. Alors, si on prend, à mon avis, si on prend du point de vue le cas de Madame Souad, c'est un problème de couple et relationnel, la solution, c'est pas avec une baguette magique, ça se travaille sur le long terme. Donc d'abord, lui témoigner qu'elle le comprend, qu'elle l'accepte, qu'elle est là, qu'elle ne va pas le juger. Parce qu'en fait, l'hypersensible se sent incompris. Et revenons à ce qu'on disait tout à l'heure, le cadre socioculturel, il est un peu culpabilisant. Tu n'es pas à la norme de Rajl, et il est ça. Donc il y a des normes. En fait, Madame Souad devrait en parler d'abord à son mari, lui dire qu'elle accepte, qu'elle le comprend, qu'il devrait lui-même, elle lui donne bon, le mieux, ça allait de voir une psychologue, et de communiquer avec elle petit à petit. Et de chaque fois mettre une stratégie d'action. Chaque fois, qu'est-ce que je vais, comme premier pas, c'est de m'exprimer. Deuxième pas, à mon épouse, à mon ami, et élargir un peu le cercle social. Très bien. Parce qu'en fait, par la voix, je sens que le couple est jeune, et j'aimerais pas que le problème grandisse. Exactement. Donc on voulait revenir aussi sur les avantages. On n'a plus de temps, c'est frustrant parce qu'on ne va pas pouvoir tout dire. Donc sur les avantages justement de l'hypersensibilité. Les avantages de l'hypersensibilité. Les personnes hypersensibles vont être des personnes très réfléchies dans l'observation de leur entourage, du monde qui les entoure, dans le questionnement, le pourquoi du comment. Donc c'est des personnes qu'on peut orienter dans plein de domaines qui nécessitent ces capacités-là, d'être dans le détail, d'avoir une bonne perception fine, d'être super stimulé. Oui, psychologue. Peut-être, oui, peut-être. D'être dans les domaines artistiques. Dans les domaines artistiques, nous avons besoin de tous ces éléments-là. Donc ça fait d'eux des gens différents des autres. Et ça leur permet aussi d'exprimer toute cette charge émotionnelle à travers l'artistique. Ah, très bien. Et tout de suite, nous allons parler d'une personne peut-être qui est aussi
un peu sensible. Le nom de la Oui. Halia Hamza. Oui, la Dis Halia, Hamza. dans la rubrique de Samira Hadjamar, pêle-mêle, juste après le jingle. Oui, bah Oui, voilà, alors justement, voilà. on en parlait. Donc, je demandais si elle la connaissait, enfin, pas personnellement, mais tout le monde connaît l'histoire de la Halia, ou ne serait-ce que tout le monde connaît le cimetière La Halia, qui est aujourd'hui un cimetière où enfin aujourd'hui, depuis plusieurs années déjà, on enterre, il y a le carré des martyrs bien sûr, tous nos moudjahids sont enterrés là-bas, les présidents de la République sont enterrés là-bas, et bien sûr les gens qui habitent normalement, c'est comme ça, par commune ou là par daïra, sont enterrés là-bas. C'est un terrain de 78 hectares. C'est un terrain qui appartient à la base, on dit, à El Alia. Donc, il porte le nom de la Alia, El Alia al-Hamza. Donc, c'est une femme, c'est une semi-légende et une réalité. On sait qu'elle a existé, on sait parce qu'il y a des documents. On sait qu'elle a fait un don en 1928 aux autorités. Donc, à l'époque, on était colonisés. Donc, aux autorités pour qu'il y avait un problème on va dire, d'espace pour les cimetières. Elle l'a acheté. Et elle l'a fait don aux autorités de la commune pour en faire un cimetière. On voit son portrait aussi. Voilà, on dit que c'est elle, mais il n'y a aucune D'accord. certitude que ça soit elle. D'accord. C'est juste que parce qu'il y a, on dit qu'elle est d'une tribu des Ouled Nail. Donc ça ressemble plus ou moins à ça, mais on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. On ne sait pas aussi parce qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle a été mariée à un instituteur qui était lui de Boussahada. Et on dit, c'est une légende, qu'il l'aurait empoisonné. Qu'il voulait s'approprier ses biens, donc sa richesse. C'était une femme riche et dont les parents étaient riches, donc elle avait eu un héritage. On dit que l'hôtel Saint-Georges, donc tout le terrain, lui appartenait. Et donc, avec la colonisation, c'est passé aux mains du colonisateur. Elle est morte à 42 ans. On sait qu'elle est morte, oui, elle est morte en 42 ans. Le cimetière en lui-même, elle l'a offert de retour au pèlerinage. De son pèlerinage, pardon. Donc elle est partie à la Mecque. Quand elle est revenue, elle a acheté ce terrain. Et on dit aussi qu'elle était très, très, très généreuse et très à l'écoute de ses amis, que la plupart de sa famille était décédée et qu'elle aurait habité la Casbah et que tout le monde la connaissait, tous ses voisins s'occupaient d'elle, et surtout vers la fin de sa vie. Donc elle a été malade, mais elle-même, avant qu'elle tombe malade et qu'elle ne bouge plus du lit, allait vers les femmes, par exemple, qui étaient enceintes, qui avaient des envies. Elle disait, il faut me dire ce que tu veux, où je t'ai été, je vais l'acheter, je vais te... Voilà, donc très généreuse. Quand elle savait que quelqu'un avait besoin d'argent ou de quelque chose, elle allait lui acheter ou lui donner l'argent. Et on dit que la nuit de sa mort, ses voisines étaient venues la veiller et qu'elle avait demandé à ses voisines de rentrer chez elle avec leur mari, leur famille, et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Et que ses voisines, le lendemain, quand elles sont revenues vers elle, il y avait une odeur de musc, les bougies étaient allumées et qu'elle elle avait déjà eu sa toilette, donc le rituel avant l'enterrement. Et qu'elle apportait même le linceul et tout, et que c'était les anges qui l'avaient préparé avant de l'enterrer. Bon, ça c'est un peu imaginé. Voilà. C'est une mais légende. voilà, mais tout ça pour dire que cette femme, on retient d'elle qu'elle a été très généreuse, qu'elle a acheté un grand terrain, et qu'aujourd'hui les gens sont enterrés sur ce terrain, et qu'il est célèbre en plus, Voilà. puisque avant la construction de Maqam Shahid, tout ce qui était protocole et officiel se faisait à El Alia. Voilà, c'est un très beau cimetière qui peut prendre jusqu'à, je crois, 250 000 tombes. Voilà. Très bien. Merci Samira. On peut visiter. Qu'on peut visiter, bien sûr. Bien sûr. On est on peut aller nettoyer à l'occasion, voilà. on peut être bénévole. Et puis il y a le tramway, il y a moyen d'y aller. Oui, maintenant il y a tout. Il y a le bus, il y a le taxi, il y a un parking qu'on peut aller. Il y a un parking. Merci voilà. Samira. Enfin, il ne faut pas aller visiter spécialement un cimetière. Oui, mais un cimetière contient énormément de choses à découvrir, ne serait-ce que les personnalités. Il y a des gens qui sont enterrés depuis des siècles. Moi j'aime bien aller, quand on va à Sidi Abdelrahman, c'est un cimetière à la base, mais c'est un mausolée aussi. Et on voit par exemple la tombe de Racine est très jolie. Elle est faite de mosaïques, de choses comme ça. Et c'est beau à voir, franchement. En plus, ça a une vue sur la mer.
Merci Samira. Voilà. Merci Samira, merci pour ta rubrique pêle-mêle. On se retrouve demain pour une autre Inch'Allah. rubrique, Bien sûr. Inch'Allah. Et merci aussi Madame Amina Khelfi, vous êtes psychologue, merci pour votre participation à l'émission. Et Madame Amina Belouchrani, vous êtes coach de vie, consultante familiale et éducative, merci aussi pour votre Sans prix, participation. avec joie. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie rubrique avec NutriSavvy et WeShare, après ceci. فيك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين احنا معاك شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا نتاخر ابدا ونعهدك بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هما المسببين إيه تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين يا يعلمك هلالي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين ايه يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيني نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك هلالي وجبالك حرين De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie, ils se sont installés. Mohamed Melek, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Et Wahida Salbchrif, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, très bien, merci. Alhamdoulilah. Alors on commence tout de suite avec toi, Ma avec rubrique. NutriSavvy, juste après le jingle. Et aujourd'hui, dans notre NutriSavvy, tu nous parles de... Des végétariens et des types de végétarisme. Donc, Voilà. on avait évoqué le sujet la semaine précédente. semaine dernière, et aujourd'hui, justement- on va justement le développer. Savoir ce que c'est qu'un végétarien et qu'est-ce que c'est qu'un végétarien, même Alors, si on a déjà une idée. Alors, un végétarien, donc, c'est une personne qui va s'alimenter principalement donc, de végétaux, Voilà. enfin, du monde végétal, et qui se prive, enfin, qui s'interdit donc, la consommation de produits de viande et de produits d'origine animale. Très bien. Et quelle sorte de végétarien existe-t-il? Combien de sortes de végétariens Alors, existe-t-il? il faut savoir que c'est une organisation quand même qui est assez bien développée aujourd'hui. Donc, on a tout d'abord donc, le végétarien strict, ce qu'on appelle le végétalien, tout simplement vegan, D'accord. comme on entend. Alors, le vegan, donc, ce sont une communauté, enfin une catégorie de végétariens donc, qui s'interdisent la consommation de viande et des produits dérivés, y compris donc, la consommation des œufs et du miel. Et le lait?
Et le lait, non, les produits laitiers. c'est un produit Donc, d'origine animale. Voilà, tout ce qui est produit d'origine animale, ça veut dire qu'ils se nourrissent de graines et de légumes Ils se nourrissent donc de d'herbes. légumes, donc de fruits secs, fruits frais, les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots, etc. Voilà. Donc les noix, comme vous avez dit, enfin ça fait partie donc des fruits secs et des graines. D'accord. On a également donc comme deuxième catégorie ce qu'on appelle les ovo-végétariens. D'accord. Alors pour cette catégorie, donc en plus de ce qui est autorisé par un vegan, il s'autorise donc, il tolère plutôt la consommation des œufs. Donc c'est un vegan, plus il Avec s'autorise option œuf. œuf. Supplément œuf. D'accord, On a très le bien. lacto-végétarien, donc pour cette catégorie, donc c'est des végétariens avec option lait et D'accord. produits laitiers, donc fromage, yaourt, etc. On a les lacto-ovo-végétariens, ça c'est quand même... Ouais, lacto-ovo-végétarien, il faut s'accrocher oui. à la rubrique. Donc pour les lacto-végétariens, c'est à la fois donc, ce qui est autorisé pour un vegan, en plus, donc des laits et des produits laitiers et des œufs. D'accord. On a les pesco-végétariens. Alors, les pesco-végétariens, eux, ils s'autorisent la consommation de viande uniquement marine. Donc, tout ce qui est poisson, crustacés, fruits de la mer. Fruits de mer, oui. Voilà. Et D'accord. on a les flexitariens. Les flexitariens, c'est un peu ce que j'appelle, moi, le meilleur des deux mondes. Donc, entre le monde carnivore et le monde herbivore. Donc, eux, ils vont se limiter au maximum la consommation donc, de produits d'origine animale, donc viande et volaille. Mais ils ne se privent pas de temps à autre à Donc de temps en temps, un petit steak, ça ne fait pas de mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle un flexitarien. Donc, c'est assez flexible. Donc, pour ce qui est des raisons qui poussent justement un végétarien, enfin une personne à opter pour ce monde, donc on a l'aspect déjà donc, éthique. Donc, c'est des personnes qui cherchent à dénoncer, si vous voulez, la manière avec laquelle la viande qui arrive dans nos assiettes elle est produite. C'est-à-dire, ils dénoncent tout ce qui est élevage intensif, donc plusieurs bêtes par mètre carré. Qui meurent de manière assez brutale. Et aussi, ils dénoncent les techniques d'abattage qui sont cruelles. Donc pour eux, consommer de la viande, c'est contribuer justement à ce... D'accord, ne pas consommer de viande, ça veut dire... c'est un peu épargner la souffrance une animale. minorité, donc du coup, l'impact n'est pas si important que ça. Voilà. Oui. On a également ceux qui choisissent le côté environnemental. Donc, il faut savoir que l'élevage animalier, c'est quand même... Il demande des ressources énergétiques assez important. Donc ces personnes désirent justement revoir leur empreinte carbone à la baisse, donc ils se privent de viande pour justement faire un geste à la planète. Et si on décide un jour de devenir vegan, végétarien, ovo, lacto et flexi, etc. Voilà, tout ça, il faut plutôt se diriger vers un nutritionniste qui va nous aider à avoir... Un spécialiste de la nutrition, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va se priver justement de viande et de produits d'origine animale, etc., on va se priver de certains nutriments et vitamines qui sont essentiellement présents dans ces produits. Donc on risque de tomber dans des carences et dans des déficits. Alors c'est un peu le danger du végétarien, si vous voulez, lorsqu'il n'est pas vraiment instruit par rapport à son nouveau mode de vie. Donc s'il souhaite se convertir à ce mode de vie, il doit se faire aider par un professionnel de manière à justement convenir des plats qui soient équilibrés, nutritifs et qui renferment tous les vitamines dont un corps humain a besoin. Mais je pense qu'on ne peut pas remplacer certains nutriments qui sont d'origine animale. Par exemple, prendre des protéines dans l'ADES, par exemple. Les protéines, c'est ça, les légumineuses sont riches en protéines. Mais ce n'est pas la même qualité de protéines. C'est sûr, ce n'est pas la même qualité de protéines. Il y a même un déficit en certains acides aminés. Donc il faut savoir qu'il y a des produits qui ont un déficit et d'autres qui n'en ont pas. Donc on va essayer de jouer sur un mélange qui soit homogène de manière à combler le déficit de l'un et de l'autre. Après, il y a les compléments alimentaires aussi pour venir accompagner justement par rapport au fer. Parce que le fer, il est vraiment... Le fer d'origine animale, il est beaucoup plus assimilable que celui présent et biodisponible, surtout. Complément alimentaire en pharmacie, d'accord, mais il faut faire attention que ça ne soit pas d'origine animale, si on est vegan ou végétarien. Oui, en tout cas, ceux qui élaborent ce genre de produits font toujours en sorte de mettre que ce soit un label qui dise que vegan safe, voilà. etc. Ah bah, très bien. Voilà. Et toi, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que tu penses des véganes, végétariens et tout ça? Est-ce que si quelqu'un te dit « j'ai envie de devenir vegan », est-ce que tu vas plutôt lui dire « ah, c'est cool, c'est bien » ou plutôt pense à ta santé d'abord? Plutôt, je dirais il faut revoir ses principes.
les raisons qui poussent la personne. On ne peut pas priver une personne qui souhaite. Voilà. Il faut déjà voir, surtout pas voir le végétarisme comme un trend, comme on dit, un style de vie, une mode, parce que c'est à la mode, mes amis sont végétariens, je passe végétarien, je suis beaucoup plus cool avec une salade à la main plutôt qu'un steak. Donc pour moi personnellement, je suis du team du repas carnivore. Moi, voilà, ok, on est d'accord que la viande rouge elle a un impact sur la santé, mais il n'y a pas que la viande rouge, il y a de la viande blanche et des protéines et des acides aminés qui sont plus qu'importants pour la construction musculaire et osseuse. Très bien. Voilà. Merci Mohamed. Merci à vous. On se retrouve demain. Inch'Allah. Pour une autre rubrique, demain mercredi, pour une autre rubrique Nutrice Sévillé. Tout de suite, nous passons à la rubrique Wished ou Wahida Semchif. Alors, Wahida, aujourd'hui, tu nous parles de... Je vais vous faire sortir quand même. Comment on appelle ceux qui supportent la Palestine, pro-Palestine, hein. Bah oui, bien sûr. Oui. Donc, il y a toujours Palestine, bien sûr. Donc, j'ai fait une très, très belle découverte. Il s'agit de deux amis. En fait, ils sont créateurs de mode, si on peut dire ça comme ça. Quand ils étaient jeunes, ils ont vécu dans un camp de réfugiés, ce qui est normal. Ensuite, ils ont eu la chance de quitter. On voit leurs photos. Voilà, on les voit. Donc, les deux, ils s'appellent Moad Nofel et Mustafa Mabrouk. En grandissant, ils ont voulu un peu changer ce qu'ils ont vécu, eux, parce qu'ils étaient tristes, ils étaient malheureux, ils étaient privés de plein de choses. Ils ont vu qu'à côté d'eux, il y a eu des enfants qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école, d'autres qui souffraient de famine. C'est très, très, très dur. Donc, ils se sont dit, un jour, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider ceux qui sont en train de passer par la même chose que nous, ce qu'on a vécu? Vu qu'eux, après, par la suite, ils ont fait des études supérieures, ils sont partis à l'étranger, ils se sont construits. Ils ont réfléchi durant des semaines, ils ont eu l'idée de créer une marque de vêtements, d'accessoires, tout simplement, pour soutenir à toutes les populations qui sont dans le besoin. Donc, d'ailleurs, ils ont créé un site internet. Ce qui est la belle découverte avec eux, c'est que lorsqu'on va sur leur site internet, on ne va pas juste découvrir des articles de tendance ou des vêtements ou des accessoires. On va voir aussi leurs activités humanitaires. Ils sont associés avec plusieurs organismes, associations humanitaires à travers le monde, ceux qui aident les personnes qui sont dans le besoin. Ils essayent de faire des puits d'eau, des panneaux solaires. Ils essaient aussi de fournir de l'alimentation pour les familles qui sont dans le besoin. Surtout, ils axent sur la scolarité des enfants et des filles. Oui. Et aussi, comment ils font tout ça? C'est que, par exemple, si je vais aujourd'hui sur leur site internet et j'achète un article... Les articles qu'on a vus, c'était des gourmettes. Alors, ils ont des bijoux. Alors, le bijou, c'est une très, très belle découverte pour moi. C'est un petit olivier. Donc, c'est très beau. On a des magnettes. D'ailleurs, ils sont en rupture de stock. Hein. J'ai vu, ils sont sold out. Ils ont des kéfiers aussi. Ils ont des t-shirts, des pulls, des casquettes. Il y a plein de belles choses à petit prix. L'idée, c'est que, par exemple, si je commande un article qui coûte, je ne sais pas, par exemple, 1000 dinars, ils vont, eux, de leur côté, renverser 1000 dinars à une association. Donc, un article acheté, un autre, voilà, il est offert. Si j'achète un t-shirt, le même t-shirt va être offert à une autre personne partout dans le monde. Mais eux, ils font partout dans le monde, mais beaucoup plus en Palestine, ce qui est normal, surtout avec ce qui se passe actuellement. Eux, lorsqu'ils ont créé cette marque, si on peut dire ça comme ça, d'ailleurs, ça s'appelle Wear the Peace and Co. Donc, portant la paix. Donc, lorsqu'ils ont eu l'idée, ils ont dit, nous, on va habiller les personnes avec amour, mais surtout avec passion, et on doit partager cette belle initiative avec tout le monde. Très bien. Voilà, c'est très beau. Et pour ceux qui veulent faire un don, ils peuvent aller sur leur site internet, et si on a envie de faire un petit don, tout simplement acheter pour les aider, pourquoi pas. Ah bah, très bien, merci Wahida. Avec très plaisir, intéressant en tout cas. Merci encore une fois. On se retrouve demain aussi Inch'Allah. pour Wisher. Et puis voilà, c'est déjà la fin de l'émission. On se retrouve demain, 10h30, toujours en direct sur Canal Algérie pour une autre émission de Ma famille, ma vie. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de votre chaîne préférée. Je l'espère, Canal Algérie. On se retrouve demain. Bonne journée, au revoir.